Olivier, een zieke chevalier, reed te paard. Op binnenvaart naar het heilig land. Daar smeekte hij om beterhand, doch tot zijn groot verdriet. God de Heer, hij hoorde het niet, of wilde hij niet, of kon hij niet. De chevalier in toorn. Als zo mijn God mij niet verhoort, galoppeer ik verder tot in Azië en vraag daar de duivel in Trans-Caucasië. Olivier, pauvre chevalier, si Dieu ne veut pas, le diable voudra. Mais comment s'appelle ton souci, ta maladie? Als in Azië hij stopte, bemerkte hij een toren daar klapte. Een rauwe stem van binnen kloeg, dat hij de duivel was, zo vroeg, de zieke chevalier. Machtige duivel, hoor mijn kont, maak mij gezond, het liefst verstond. Verraad mij uw malheur. Alleen de naam al is erreur. Mijn ziekte klinkt heel onbeschaafd voor God en voor de mensen. Ik ben verslaafd. Oei, nee, dappere chevalier. Dan ruilen we toch, zeg. Jij haalt me hier weg. Là tu verras, s'envolera ta maladie. En zo kon het gebeuren dat een tombe chevalier in Trans-Caucasië de prooi werd van des duivels frazie. De roestige grendel schoof opzij, Beelzebub niet lang meer wel. Snel in richting westen hij eilde, naar de volgende tranche der renaissance, der eeuwige leugenbranche. De weg onder verlicht gezag, vol fusies en inflaties lag, over Hollands stolpe glorie tot vandaag de dag. Chevalier, mon Dieu, Olivier, sapristi, c'est pas joli, qui guérira du monde ainsi. Les maladies. Er curseert een legende, de schoonste dochter die de hel ooit temde. Zou ooit een ridder leren kennen en met haar vurigheid verwennen. Later met echte liefde, voordat die vloek verdwenen uit mensen geen jou steeds verdomme. Als ze niet spoedig komt, dan heet den berg eenzaam pano, die ons bevrijdt uit deze zo zelfs niet Bernard, de Zorro van Clairvaux.
la guerre de tous contre tout le monde. Nos frères et nos sœurs, les tricheurs au sujet de la liberté, ont réussi à créer une situation mondiale assez bizarre. Dans les livres de Jacob Lorber, une prophétie la décrivait comme telle. Il y aura un temps où les masses se précipiteront à travers les rues et les ruelles de villes, en ouvrant ainsi le chemin pour un monstre qui se comportera plutôt bénin, en glissant en avant. Notre monstre est le plus grand. Tout le monde hurle. Que vive notre monstre à nous! De temps à autre, une sorte de crispation s'empare de la colosse lourde, suivie d'une poussée de la coude et de la tête vers quelques-uns des manifestants en front, les attrapant de l'énorme gueule, les mâchant après entre d'horribles dents. Il n'en restera rien de ces malheureux, disparus dans ce ventre tremblotant. Mais ce spectacle, qui les paralyse de peur, n'empêche pas les masses de hurler encore plus fort qu'avant. Que vive longtemps notre monstre puissant! Cette peur mentionnée aujourd'hui s'appelle dépression, et ce carnage, austérité, rénover, réformer, mincir. Les monstres, c'est les global players, les joueurs mondiaux. Chaque matin, lorsque je me retire avec mon journal dans ce bistrot, mon bistrot, après lecture des premières pages, involontairement me vient à l'esprit l'image d'un jeu de société populaire dans mes milieux. Le voyage vers Jérusalem, le jeu des chaises musicales. Au courant de mon activité professionnelle pendant plus de 20 années dans des villages pour handicapés mentaux, très souvent c'était moi à l'accordion, en quelque sorte moi le player, qui au moment idéal arrêta soudain la musique. Ah, que c'était marrant! Surtout parce qu'il s'agissait là d'un jeu entre handicapés mentaux, ce qui se traduit par être humain sans le handicap du cerveau normal, trop pesant. M'imaginons seulement un instant que le trophée du gagnant ne soit pas cette joie un peu enfantine, mais quelque chose de plus substantiel, comme par exemple la double portion en dessert pour toute la semaine. J'en suis convaincu que cette compétition joyeuse et agréable gangrènerait d'un coup. Et à quoi s'attendre si on réformerait les règles du jeu en promettant dès la semaine prochaine une chambre plus chic et individuelle, en condamnant les losers de rester dans les quartiers communautaires. Au fond, c'est comme ça que fonctionne l'économie du marché. Celui qui gagne aura plus, de plus en plus, et de plus en plus souvent. Économie de marché, quel marché? Marché de Provence, plein d'odeurs délicates de fines herbes fraîches, ou marché d'esclaves? Plutôt marché d'esclaves, plein d'odeurs de Provence. Les pharisiens de cette secte étrange du marché prétendent que c'est la seule façon de trier les meilleurs.
les meilleurs, nom d'un chien. Chez les handicapés mentaux, ce processus en ferait muter d'un coup la moitié en bête farouche, en piranha. En y ajoutant que chez eux, qui regardent la vie à travers des éternels débuts de clin d'œil, baignés dans une portion de naïveté, on aurait l'avantage qu'ils le manifestent sans détour. Les soi-disant normaux, par contre, avec dans leur cerveau cette capacité préinstallée de ruse et de malignité, développeraient bientôt la stratégie de paraître comme des enfants de cœur, même après leurs attaques de coudes les plus vilaines. Les meilleurs, oui, les meilleurs escrocs, les plus grands égomanes, gridins, les plus perfides, sournois, insidieux, mielleux, chafouins, scélérats, s'étant distancés de façon extrême de ce qu'aurait dû devenir l'homme depuis sa création. Les plus forts, ça suffit quoi. Madame le ministre, monsieur le parlementaire, messieurs les stratèges financiers, dois-je vraiment le répéter? Grédin, c'est compréhensible, non? Doucement, doucement. Les experts froncent gentiment les sourcils. Celui qui n'a pas conquis une chaise, pour lui, de telles possibilités restent à portée de main. Par exemple, les services. Il faut que l'on coupe les cheveux des gens, que l'on leur manucure les ongles, la pédicure. Il faut des produits financiers, des assurances, la restauration, le horeca, les soins professionnels, etc. Et tout cela, c'est des contents qui ne cessent pas de travailler à sa formation et à sa performance, sera bien placé pour se procurer une situation en dessus du commun et près du soleil, partout et toujours. Effectivement, c'est le voyage, dans le voyage, dans le voyage. Faire Jérusalem, la danse dans la danse, pour les sièges. 6 discounters est similaire dans une petite ville de 6000 âmes. 3 friperies et bientôt des apothèques Doc Morris à chaque carrefour. Depuis longtemps déjà, cette boulangerie, café inclus, offrant une réduction pour ceux qui s'éveillent tôt le matin. Aussi longtemps que ces braves petits entrepreneurs finissent à boire le bouillon au bout de la compétition. Au point de vue géopolitique, la même chanson. La Chine, l'Inde, le Brésil. Et puis, il n'en reste que 3. La Russie laissée derrière. L'Union européenne lâchée mûre pour le wagon ou la camionnette à balai. Même le United States, le USA, quoique eux, ils auront toujours la possibilité de mettre en marche leur presse de greenbacks. La guerre de tous contre tous. La 3e guerre mondiale. L'économie est-elle synonyme de guerre? La compétition, ça enrichit vraiment et sévit qui, en fait?
Une chose est certaine, elle gangrène l'âme humaine. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour autrui. Et un loup, ça n'a jamais assez. Voulons-nous vraiment devenir des loups ou encore plus rusés chacun? Plus mignon peut-être, petit renard. Les journalistes en économie ne cessent pas de donner leur avis sans jamais perdre leur assurance. En Nation X, pendant la crise, le taux de chômage avait monté de 10%, mais en même temps, la productivité découlante de l'innovation en a gagné 6%. Les nations V, X et Z, par contre, ont atténué les effets de la perte de jobs par le biais de travail réduit, ce qui fut un désavantage pour les taxés, mais surtout une chance de productivité ratée, bien sûr, ce qui s'avérera bientôt comme un handicap dans leur position concurrentielle internationale. La nation X sera donc le grand vainqueur dans cette après-crise et éliminera tôt ou tard les autres. Au point de vue sciences économiques pures, alors, d'après l'école classique autrichienne, c'est la nation X qui aura agi de façon rationnelle et intelligente, tandis que les autres ont suivi les incitations émotionnelles, populistes et passéistes. À lire dans les commentaires de Marc Weiss, Olaf Henkel, Nikolaus Pieper, Rainer Hank et beaucoup d'autres. Et si on se met à parler en boutade sur cette manière étrange de faire les choses, eh bien, il ne durera plus longtemps avant que l'on attribuera le prix Nobel pour l'économie à la mafia. Car, vu tant d'intelligence rationaliste, sans le moindre effleurement d'émotion constaté dans leur rang, c'est eux les vrais champions de cette toute première des premières ligues économiques. Le livre le plus significatif des dernières années sur la matière est coulé de la plume d'une historienne de l'art, Vivian Forrester. Son titre, L'horreur de l'économie. Brave New World, nouvel monde, plein de prodiges animés. Vous, les nouveau-nés, les bébés, soyez les bienvenus sur cette terre, car nous, les adultes, nous avons un côté cœur chocolat, Kinder. Sucez-vous vers une santé solide et rayonnante, jouez vos petits jeux jusqu'à vos phases de secondant. Et il vous est même permis de mimer Fifi brin d'acier. Mais nous vous trouverons à la guerre comme à la guerre. La guerre? Non, pas comme ça. Une telle immoralité, plus jamais. Du sang, Burke. Le service militaire n'existera plus dans nos contrées. Il y avait une fois. L'éthique, ça, c'est notre but. Les catastrophes écologiques, un défi, a challenge. Nous trouverons un remède contre ce CO2 mesquin. L'économie de marché, par contre, ça, c'est notre terrain à nous, notre carré d'échiquier thriller. Personne parmi vous n'en échappera.
Que voulez-vous devenir dans vos carrières de vie? Paysan, allons, on vous avait supposé un peu plus d'ambition, non? Ceux-là, on les élimine dès le premier assaut. C'est de la perte collatérale. Pourquoi pas des cavaliers qui sont les plus flexibles? Évidemment, eux aussi seront liquidés, éliminés, sacrifiés. Tous le seront, même la moitié de la famille royale. Mais ces tensions, ce suspense, ces stratégies, là, vous comprendrez certainement, c'est de la réalisation de soi pure qui donne un sens à notre existence assez grisâtre. Nous, les joueurs nés avec notre large sourire de requin illustre, nous attribuerons de la gloire et du rayonnement à ce monde, dont une certaine partie retombera sur vous. C'est un honneur pour vous d'être invité à participer de si près à nos coups de génie et manœuvres habiles. Génions. Bienvenue, bébés originaires de tous les pays de la mondialisation. Vous avez le bonheur d'avoir été né sur le spot le plus excitant de tout l'univers. Lorsque Père Steinbrück, terminant en beauté relative sa courte carrière de ministre des Finances allemand, dans l'ouragan de la crise en 2008-2009, avait cessé d'être membre de l'équipe Merkel suivante, un chasseur de tête à Francfort se mit à la recherche virtuelle d'un nouveau job pour le politicien du Parti social-démocrate. L'invitation venait d'un journaliste du Frankfurter Allgemeine pour monter une série d'articles à ce sujet. La conclusion du chasseur réputé fut la suivante. Monsieur Steinbrück n'a aucune raison d'avoir des doutes sur son avenir professionnel. Il encaissera certainement une offre lucrative, car il fait partie de ces espèces de chefs de masse qui, en choisissant de sacrifier 5000 soldats dans la bataille, ont assez de classe pour en sauver 2000 qui, eux, ne survivront pas pour autant, mais qui, en tout cas, seront à même de gagner la guerre. Ils sont fous, les Romains. Spinnen die Römer? Zijn ze zot, de Romeinen? Yes, they are gone completely around the bend. Le monde animal. Qui ne connaît pas l'argument suivant? Regarde la vie des animaux dans la nature, telle que Dieu les créés ou non. Là, le plus fort dévore le plus faible. L'araignée astucieuse trompe le papillon gracieux. Le requin sans merci chasse les rangées de thons qui, de leur part, viennent d'avaler des jeunes cendres. Et il n'existe aucun ours blanc qui n'ait pas sur sa liste de nourriture des phoques qui, à leur tour, ont engouffré des cabillons.
Rien que la chose la plus normale de la vie réelle. Pourquoi ceci ne serait-il pas la règle pour nous, l'espèce humaine? Y donner une réponse valable ne figure point parmi les réussites de la plupart des mainstream humanistes en colère, qui d'habitude en sont convaincus que la matière est la seule réalité, oubliant que la création entière est animée. Animée, une âme, on ne la sent pas, on ne la goûte pas. Mais les preuves qu'elle existe sont là. Car pourquoi les jumeaux complets n'ont-ils pas le même caractère? Étant composés du même matériel génétique et ayant vécu le même milieu social. À plusieurs reprises, Einstein a accentué sa conviction que le monde est animé, idée qui ne plaisait pas à tous ces co-chercheurs, par exemple, de la science pure sur gauche et droite. Lors d'une conférence, l'un d'eux s'était moqué que pour lui, il était impossible de concevoir avec son bon sens qu'il existerait des choses qu'il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni sentir. Ce qui fit rire Einstein. Ah non? Alors, même-moi votre bon sens sur la table. Oui, lui aussi appartient à l'âme. Les êtres qui, au début de tout développement de l'humanité, se manifestèrent, ils n'avaient pas ces ossatures endurcies, ni cette chair moue à transporter avec eux comme nous l'avons aujourd'hui. Non, ils ressemblèrent plutôt à des boutons de lumière composés de billions de particules luisantes, qui avaient eu l'audace de se laisser sombrer dans les profondeurs de la gravité, toutes réunies. Cette compagnie colorée de particules, on pourrait l'imaginer comme un ballon colossal et animé qui planait au-dessus d'un océan en visant au soleil. Si ce nuage, par sa lourdeur accrue, risquait de se laisser avaler par les flots, c'est une idée de Steiner, de Hauschka et de Lorbeer que j'emprunte. Le moment fut venu de lâcher une partie du bagage. Et ce sont les animaux en particulier qui, existentiellement, en furent prédestinés à récupérer ce fardeau sur leur dos, en quelque sorte. Toute cette avidité, tout cet orgueil, cette angoisse, haine, cette impatience et ce qu'il existe en plus comme vice. Leur tâche, redresser ces substances vers la sagesse perdue au cours d'innombrables vies terrestres, les adoucissant, les rendant transparentes. Processus qui est encore en cours, nonobstant cette ossature devenue si lourde. Une fois purifiés, ces éléments semi-éthériques pourraient enfin être repris dans l'ensemble du nuage, du ballon, ou bien être transportés directement dans l'âme d'un tout nouveau-né, béni d'un esprit vif et agile, applicable pendant toute la longueur d'une vie et préparé spécialement pour lui
par une dynastie d'aigles. Que ces considérations ne sont pas entièrement le produit d'une imagination trop audacieuse, se laisse déduire entre autres par le fait que l'apparence des animaux est toujours un côté exagéré, comparé à ce qu'est le modèle d'un humain dedans les normes. Un museau, un bec, des oreilles trop allongées, un cou trop étendu, etc. C'est un sujet élaboré dans les livres de Lorber, de Jacob Lorber, une source de connaissances et d'histoire extrêmement intéressante et étonnante, même si l'accès soit un peu barré par un style assez archaïque, et naturellement par un texte soumis partiellement à des falsifications, problème commun à toutes les sources écrites. De cette tâche de triage et de raffinement des péchés globaux humains, jusque dans leurs formes les plus perverses, le monde animal ne s'occupait pas de façon aléatoire. Elle fut conditionnée, organisée d'un système étroit, d'une sorte de codex. Ainsi, la cruauté, par exemple, elle aurait toujours l'air d'être un métier, quelque chose qu'on pratiquait, jamais comme issu d'un trait de caractère féroce. Et nulle part entre les steppes de l'Asie et de l'Afrique, un puma s'est mis en route de chasse aux gazelles, poussé par des sentiments de haine ou de brutalité innée. Non, cet essor, il le porte sur son dos, comme un fardeau dont il avait libéré la race humaine suite d'un acte de soutien. Alors, les animaux, ce sont des Sherpas au service des âmes, incarnés sur cette terre. Et de tous les êtres vivants sur notre écorce, il est probable que ce sont eux les plus fidèles à la fonction qu'ils avaient promis d'assumer. Leur loyauté va si loin que même ils nous permettent de les manger. Après avoir lu et digéré et compris ce que je viens de mettre à clair, il est évident qu'on les verra et jugera un peu différemment dans le futur, en éprouvant une gratitude envers eux. Devant cet arrière-plan, les tortures qui souvent sont leur sort, ici dans les abattoirs, là dans les batteries de poules, sont en vérité des actes criminels. Et il faut y mettre fin de suite. Dommage que les dauphins, manifestation animale vraiment extraordinaire au monde, n'aient pas pu rédiger en notre langue des livres ou des rapports sur ce monde des animaux. Un terme surtout serait approprié comme titre: honte. Honte sur nous, Homo sapiens aveugliens. Et si ça dure, l'addition terrible nous sera présentée tôt ou tard.